Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde dans une chaîne d'atomes. Donc pour ça, on va considérer une situation assez traditionnelle où on considère des atomes qui sont tous identiques et le mouvement se fera suivant un axe. Donc on aura une chaîne linéaire d'atomes. Alors pour traiter ce problème, on va tout d'abord un peu préciser les hypothèses qu'on va faire. La première, c'est que pour nous aider, on va repérer chaque atome par un numéro. Donc, par exemple, là, ici, cet atome sera le numéro n, l'atome suivant, le n plus 1, le voisin sera le n plus 2, et de l'autre côté, on partira avec des chiffres négatifs, donc l'atome n-1 et l'atome n-2. Ce qu'on va ensuite faire, c'est qu'on va repérer la position de chacun de ces atomes. Donc on va noter x est le numéro de l'atome qu'on considère, la position à l'équilibre de cet atome. Donc pour l'atome n, on aura la position xn, pour l'atome n-2, la position xn-2. Une hypothèse qu'on va faire, c'est que l'espacement entre deux atomes successifs au repos est noté petit a. Donc avec cette hypothèse, on peut en déduire simplement la position xn en fonction du numéro n. Xn, ça vaudra n fois petit a. Une autre chose qu'on peut en déduire, c'est que xn plus 1 moins xn, et c'est la même chose que xn moins xn moins 1, et c'est égal à petit a. Donc ça, on le réutilisera un peu plus tard. Toujours au niveau des hypothèses, donc la masse de chaque atome, on la note petit m, et tous les atomes, on les a considérés identiques, donc ils auront la même masse. Alors, un point important, c'est la force qui va exister entre ces atomes. S'il n'y a aucune force entre les atomes, ça veut dire qu'ils seront tous indépendants, et quand l'un va bouger, ça ne va pas avoir de conséquences sur son voisin. Or, si on a une onde qui se propage, c'est que forcément on a une force qui va interagir entre les différents atomes. Donc pour modéliser cette force, on va considérer qu'on a l'équivalent d'un ressort. Donc la force, ce sera la force de rappel d'un ressort qui est caractérisée par ce qu'on appelle une constante de raideur. Donc on va noter cette constante de raideur grand K. Comme tout à l'heure, la constante de raideur sera identique entre tous les atomes. Alors, une propriété du ressort, c'est sa longueur au repos. Cette longueur au repos, on va la noter x0. Alors là, il faut faire attention parce que x0 n'est pas forcément égal à AA. On peut avoir à l'équilibre de l'atome une valeur de x0 qui est supérieure ou inférieure à A. Alors récapitulons toutes les hypothèses qu'on fait et puis précisons aussi quelques points. Alors on l'a déjà dit, tous les atomes sont identiques les uns aux autres. L'interaction des atomes entre eux se fait uniquement par leurs plus proches voisins et par l'intermédiaire d'une force de rappel, comme dans le cas simple d'un ressort. Là, on considère une chaîne infinie d'atomes. Donc elle va avoir ni début ni fin. Ça va avoir son importance. Ça va nous permettre notamment de négliger tout ce qui est réflexion aux extrémités. Une autre hypothèse, c'est que les déplacements des atomes sont faibles devant l'écart entre ces atomes. Du coup, ça justifie l'hypothèse de prendre un modèle simple comme le ressort. Et puis, ici, ce qu'on a implicitement fait, c'est que notre propagation, elle va se réaliser dans une seule dimension. Et là, notre déplacement, il va se faire dans la direction de propagation. Ça va nous donner donc une onde qui sera longitudinale. La direction de propagation, c'est x, et le mouvement des atomes sera lui aussi suivant x. On aurait pu imaginer un mouvement dans l'axe perpendiculaire, dans quel cas notre onde, elle, aurait été transverse. Alors, pourquoi avoir considéré toutes ces petites billes En fait, c'est une démarche qu'on ne fait pas uniquement avec des atomes,
c'est une démarche qui est beaucoup plus courante que ça. C'est quand on a un problème, on va essayer de discrétiser ce problème en mettant l'énergie ou ce qui se passe sur certains points uniquement, donc ce serait l'équivalent de nos petits atomes, et puis ensuite en imaginant les forces et les interactions qui relient ces différents points. Ce genre de méthode, c'est ce qu'on appelle les éléments finis, et ça s'est énormément développé, surtout grâce à l'informatique. Donc on peut étudier comme ça des écoulements, on peut étudier les contraintes de différents matériaux, ainsi les chocs dans les automobiles ou bien les problèmes d'aérodynamisme dans l'aéronautique sont traités par des éléments finis où on a des points et on regarde les déformations entre ces points. On les utilise également dans les sciences de la Terre et de l'environnement. Alors revenons au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire l'évolution de notre chaîne d'atomes quand elle passe en mouvement. Alors au-dessus, c'est notre chaîne au repos, tous les atomes sont régulièrement espacés. Quand elle va être en mouvement, nos atomes vont avoir bougé. On le voit là, ils ont vu leur position se modifier par rapport à la position initiale d'équilibre. Alors on va essayer de caractériser cette nouvelle position, et pour cela, on va repérer leurs nouvelles coordonnées par une nouvelle lettre, ce sera U. Donc la coordonnée de l'atome N lorsqu'il est en mouvement, c'est plus Xn parce que c'est la position d'équilibre, on le note désormais UN. Or, souvent en physique, ce n'est pas la position en elle-même qui est intéressante, c'est avant tout l'écart par rapport à la position d'équilibre. Donc pour bien le noter, on va introduire une nouvelle lettre, c'est la lettre grecque psi, et elle va nous permettre de, d'avoir l'écart par rapport à la position d'équilibre. Donc là, on voit psi n-1, psi n-2, psi n plus 1 et psi n plus 2. Alors, quand on connaît psi n et xn, on en déduit très simplement la nouvelle position un. Un, c'est la position d'équilibre plus l'écart par rapport à la position d'équilibre. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce phi n, ce n'est pas forcément une quantité systématiquement positive, elle peut être également négative. Là, on le voit pour l'atome n plus 1 et l'atome n plus 2, on va avoir un phi n qui va être négatif. Alors, la dernière chose qu'on va faire apparaître, c'est la force de rappel qui va permettre de gérer les interactions entre ces différents atomes et du coup de communiquer le mouvement d'un atome à l'autre. Alors, si on considère par exemple ici l'atome N, comme il est relié à deux ressorts, il va être soumis à deux forces de rappel. L'une qui est liée au ressort qui est relié à la masse N-1, donc on le note ici rappel N-1, et de l'autre côté, c'est le ressort qui est relié à la masse N plus 1, donc on va le noter sous la forme du vecteur grand R N plus 1. Alors ce qu'on voit ici, c'est que cette force de rappel, c'est vraiment un élément essentiel. Donc on va rappeler juste comment on peut la calculer. Et si on a un ressort avec une masse attachée qui au repos a une longueur L0, si on tire sur le ressort, on va avoir une nouvelle longueur qui sera grand L. Et dans ce premier cas, on a étiré le ressort. Du coup, la force de rappel, elle va avoir tendance à ramener le ressort vers sa position initiale, donc elle va être orientée vers la gauche. Là, c'est le cas où ma longueur est supérieure à ma longueur initiale. On peut avoir le cas opposé où on a contracté le ressort. Dans ce cas, la longueur est inférieure à la longueur initiale et la force de rappel va être orientée cette fois-ci vers la droite, mais on a toujours la même propriété, à savoir que la force de rappel ramène la masse vers sa position initiale de repos. Alors si on veut l'expression analytique de cette force de rappel,
elle est assez simple et elle marche dans les deux cas, qu'on ait L supérieur à 0 ou L inférieur à 0. Eh bien, on peut écrire que la force de rappel, sous forme vectorielle, c'est égal à moins la constante de raideur du ressort fois la différence de longueur entre la longueur du ressort au repos et la longueur du ressort une fois étiré ou bien comprimé. Et le tout orienté suivant l'axe horizontal EX qu'on a ici. On peut simplement vérifier que cette force-là marche bien dans les deux cas. Alors appliquons tout ça à notre situation qui nous intéresse. Et on va commencer déjà à calculer cette force Rn-1. Alors pour l'exprimer, on a besoin de la longueur du ressort. On regarde sur notre schéma. La longueur du ressort, ça va être la différence entre les positions UN et UN-1. On a besoin également de la longueur initiale du ressort, et ça, c'était l'une des hypothèses qu'on avait formulées. Cette longueur, elle vaut x0. Alors si on exprime la force de rappel, ce sera moins k, un moins un-1, c'est-à-dire la longueur du ressort, moins la longueur initiale x0, le tout suivant x. On va pouvoir un petit peu simplifier cette expression en faisant intervenir le fait que un c'est égal à xn plus phi n. Donc si on insère ça dans notre expression, ça nous donne que la constante de rappel c'est moins k, xn plus phi n, moins xn moins 1, moins phi n moins 1, moins x0. Donc on peut réorganiser nos termes, et ça va nous donner que la constante de rappel c'est égal à moins k, xn moins xn plus moins 1, plus phi n moins 1, moins x0. Le tout suivant le vecteur x. Alors là, pour simplifier tout ça, on va se rappeler que la différence entre deux positions initiales au repos, c'est égal à petit a, l'écart entre deux atomes. Et quand on introduit ça dans notre résultat, ça nous donne une nouvelle expression pour la force de rappel exercée par le ressort qui relie la masse n à la masse n-1, c'est moins k, facteur de a plus phi n moins phi n moins 1 moins x0, le tout suivant le vecteur x. Donc voilà, on a à ce stade exprimé la constante de rappel suivant Rn-1. Donc on va prendre la même démarche pour exprimer l'autre force de rappel, celle qui relie l'atome n à l'atome n plus 1, et on obtient comme résultat que Rn plus 1, c'est k fois a plus phi n plus 1 moins phi n moins x0, le temps suivant x. Là, il faut juste faire attention aux signes. Si on le fait de manière rigoureuse, normalement, ça ne pose pas de problème. Alors, on va supposer que ces deux forces sont les seules à agir sur notre masse. Ici, on néglige l'action du poids. S'il y avait une action du poids, en fait, notre chaîne s'effondrerait verticalement. Donc, on oublie l'action de la gravité. Donc, comme beaucoup de problèmes de mécanique, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout la somme totale des forces appliquées. Donc, on va sommer Rn-1 et Rn plus 1. Quand on additionne les deux, on voit qu'on a des termes qui peuvent se simplifier. Notamment, on a A qui intervient dans les deux expressions et on a x0 qui aussi intervient. Donc au final, la somme des forces, c'est égal à k, phi n moins 1 plus phi n plus 1, moins 2 phi n, le tout suivant x. La somme des forces, ici, on n'a ni l'écart entre les atomes initiaux qui intervient, ni la longueur du ressort au repos. Donc maintenant, que fait-on? Ce sera la dernière étape de notre raisonnement. Quand on a obtenu la somme des forces, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'atome n.
Et ce principe fondamental de la dynamique, il nous permet d'écrire que la masse multipliée par le vecteur accélération de notre masse n, eh bien c'est égal à la somme des forces. Alors il nous reste à exprimer ce vecteur accélération de la masse n. Eh bien l'accélération, sa définition générale, c'est la dérivée seconde de la position suivant le vecteur unitaire. Donc on l'applique à notre atome n en mouvement, sa position c'est un, donc on a tout de suite son accélération, c'est la dérivée seconde de un par rapport au temps. Donc là on peut simplifier un petit peu cette expression en utilisant le fait que un c'est xn plus un. On l'avait déjà utilisé au préalable. Donc notre dérivée, eh bien on va dériver les deux termes de cette petite somme. Ce sera la dérivée seconde de xn plus la dérivée seconde de phi n. Or, xn, c'est la position d'équilibre des atomes. Donc xn, c'est un paramètre qui est fixe. Au cours du temps, xn ne va pas varier. Donc sa dérivée première sera nulle et sa dérivée seconde sera encore plus nulle. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que notre dérivée seconde de un par rapport au temps, eh bien c'est la même chose que la dérivée seconde de phi n par rapport au temps. Donc du coup, ce que je peux écrire, c'est que mon équation du mouvement, ce sera la masse fois la dérivée seconde de phi n par rapport au temps, c'est égal à k fois phi n moins 1 plus phi n plus 1 moins 2 phi n, et dans les deux cas, c'est suivant le vecteur x. Donc on peut ici simplifier par le vecteur x, c'est-à-dire on projette sur l'axe x, et ce qu'on obtient, eh bien, c'est l'équation du mouvement pour la masse n. C'est le résultat qu'on souhaitait obtenir. Maintenant, on sait que le mouvement de la masse n, c'est-à-dire c'est le mouvement par rapport à sa position d'équilibre, c'est k sur m fois le mouvement de la masse qui la précède plus le mouvement de la masse qui le suit moins 2 fois l'écart qu'elle a. Donc ici, l'équation qu'on a, c'est une équation discrète parce qu'on est capable de discerner chaque atome l'un par rapport à l'autre. L'espace, il intervient ici à travers la coordonnée n. On n'a pas encore à ce stade une équation suivant le temps et l'espace sous la forme d'une équation en dérivée partielle.